Alors récemment, on a entendu parler du problème des Verts, la crise des Verts, puisque donc, il y a le traité budgétaire européen dont le Parti Europe Écologie Les Verts a refusé, à la majorité de presque 70%, de voter en sa faveur. Donc évidemment, c'est un vote théorique, parce que pour l'instant, les parlementaires verts n'ont pas encore voté, mais ça indique bien une bonne tendance générale. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'attitude prépubère des Verts, incarnée par Cécile Duflot, qui est à la politique, parce que moi je peux être à la peinture, à peu près, bon, disons, à montrer toutes les faiblesses et les médiocrités d'un parti essentiellement opportuniste. Je pense que la figure de Jean-Vincent Placé suffit à peu près à caractériser le Parti Europe Écologie Les Verts. Je fais pas de la dominem, mais disons que voilà, c'est pas un personnage que je trouve extrêmement sympathique. Et je pense qu'il est représentatif d'une attitude et d'une tendance générale de ce parti. Alors, j'ai apprécié beaucoup l'attitude de Cohn-Bendit dans cette affaire. Je trouve que Cohn-Bendit, quand il critique ses amis écologistes, est excellent. Il a tout dit sur leur amateurisme, sur leur opportunisme, sur leur incapacité d'être un parti de gouvernement, sur le fait qu'ils ne sont pas écologistes et pas européens. Tout ça, c'est très vrai. Alors, c'est évident qu'Eva Joly, par exemple, ne peut qu'agacer toute personne à peu près consciente. Moi, personnellement, au point présidentiel, c'était la candidate qui m'horripilait le plus. Et je ne suis pas le seul, visiblement. Il n'y a que 2% des gens qui, sans doute sous cocaïne, ont dû voter pour elle parce qu'ils l'ont trouvée belle, parce qu'évidemment, ils n'avaient plus de discernement dû à la consommation abusive de drogue, et d'hallucinogènes en particulier. Voilà. Donc 2,3% des Français sont consommateurs de drogue hallucinogènes, et c'est grâce à Eva Joly qu'on a pu le découvrir. Voilà. Donc, Cohn-Bendit, voilà, c'est pas quelqu'un que j'apprécie par ailleurs sur son de ses positions, et d'ailleurs, j'ai lu récemment ce petit opus, Debout l'Europe. Donc, Debout l'Europe, c'est Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt qui sont en train de parler de l'Europe en disant que l'Europe, il faut la faire réellement. Alors, le titre s'appelle Debout l'Europe. Alors, c'est très bien cet ouvrage, sauf un chapitre qui mériterait d'être brûlé en place publique. Mais à part ce chapitre-là, et je vais y revenir, l'ouvrage est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit globalement que les gouvernements d'Europe ne veulent pas faire l'Europe, qu'ils ne veulent pas faire le saut fédéral qui est nécessaire, qu'ils sont timorés, incapables, etc. La critique que font Cohn-Bendit et Verhofstadt du système actuel, je l'admets quasiment totalement. Je considère qu'elle est à peu près identique à la nôtre, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut une révolution européenne. L'expression d'ailleurs est employée dans l'ouvrage, révolution européenne, tout à fait. Alors on les trouve parfois un petit peu timorés quand même, parce que même s'ils veulent, comme nous, que le Parlement européen s'autoproclame Assemblée européenne constituante, il faut quand même qu'ils négocient avec le Conseil des ministres de l'Union européenne, etc. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on demande au roi Louis XVI, et sire, est-ce qu'on peut faire l'Assemblée nationale constituante? Bon, c'est un petit peu faible quand même pour des révolutionnaires. Mais bon, la critique est assez justifiée. Là où ils tombent dans un travers totalement catastrophique et qui déconsidèrent totalement l'idée européenne telle que eux la présentent et portent préjudice à tous ceux qui, comme moi, sont vraiment favorables à l'Europe, c'est leur immigrationnisme fanatique. C'est-à-dire que globalement, l'Europe n'existe pas chez eux. Ils nous parlent d'Europe, il faut faire l'Europe, etc. Très bien. Mais pourquoi faire l'Europe si on lit ce qu'ils écrivent sur l'immigration, sur l'identité? S'il n'y a rien de commun entre Européens qui justifie de faire l'Europe parce que, de toute façon, on est tous des citoyens du monde et que toute l'Afrique a vocation à devenir la jeunesse de l'Europe, il faut m'expliquer en quoi l'Europe est intéressante. Pourquoi ne pas faire l'État mondial directement et l'annoncer comme tel? Alors, voilà. Pourquoi l'Europe? Et donc, l'identité européenne leur fait horreur. Le mot même identité européenne les choque. Identité européenne, c'est faire le jeu des nationalistes. Alors, c'est très amusant que j'entende ça de leur part, que je lise ça sous leur plume, parce que moi, les nationalistes et souverainistes, qui sur Internet, par exemple, passent leur temps à m'insulter, ils m'expliquent que l'identité européenne, ça n'existe pas, et que parler d'identité européenne, c'est faire du mondialisme. Donc pour M. Cohn-Bendit, parler d'identité européenne, c'est faire un jeu des nationalistes. Pour les nationalistes, parler d'identité européenne, c'est faire du mondialisme. Eh bien, évidemment, je renvoie les uns et les autres à la même imbécilité constatée. Voilà, donc M. Cohn-Bendit ne veut pas vraiment faire l'Europe, puisqu'il ne constate que les Européens ont en commun quelque chose qui justifie qu'on fasse l'Europe. Il faut s'ouvrir à l'autre. Et bien moi, je dis qu'il faut se fermer aux autres. Voilà. Que l'Europe n'a pas besoin du reste du monde. Bien sûr, c'est un peu provocateur ce que je dis. Mais l'Europe s'est développée grâce au monde. C'est les Chinois qui nous ont donné notre technologie ou le monde islamique. Et non, certains vont nous expliquer qu'en fait, les Européens n'ont rien inventé. Que les Chinois ou que le monde musulman nous a transmis ce qu'on savait déjà, que l'héritage gréco-romain avait forcément été perdu, et que donc on avait besoin des arabo-musulmans pour le découvrir. C'est oublier que l'Empire byzantin a survécu jusqu'au XVe siècle et que le savoir grec d'Orient, donc de Byzance, a été mis en danger, non pas du tout par les chrétiens, mais par les Ottomans, lorsqu'ils ont commencé à s'emparer de la Grèce et de Constantinople, et qu'ils ont tout saccagé. Donc c'est un petit peu difficile de nous expliquer ensuite que l'islam a sauvé la civilisation gréco-romaine. Non. Bien évidemment, l'héritage latin a été sauvé en Occident,
Pas autant qu'on aurait voulu, le nombre de livres perdus, de grands philosophes, de grands poètes, etc., à cause du christianisme est également très important, mais qu'on ne présente pas l'islam comme des lumières, alors que le christianisme serait des ténèbres. Si j'étais un peu provocateur, et je le suis d'ailleurs, je dirais que le christianisme et l'islam, là-dessus, sont ennemis des lumières depuis qu'ils sont apparus. Et que le monde gréco-romain se portait très bien du temps du polythéisme ancestral, et pas du tout du temps où des monothéismes d'Orient sont venus s'implanter de manière totalitaire chez nous. Voilà. J'aurai l'occasion de reparler de ce thème d'ailleurs avec Jean Robin très prochainement. Et c'est quelque chose qui est important parce que beaucoup d'Européens croient à des belles légendes sur la cristallisation pacifique. Je montrerai qu'il n'en est rien. Pour revenir à notre ami Daniel Cohn-Bendit, comme je l'ai dit, j'apprécie un certain nombre de ses traits de caractère, je trouve ça un personnage sympathique. Mais lorsqu'il se lance dans l'ouverture à l'autre, il fait le jeu de Marine Le Pen à puissance 1000. Parce que si le choix est entre des europhobes anti-immigration et des immigrationnistes pro-européens, ben c'est pas vraiment un choix. C'est que c'est le suicide dans les deux cas. Alors, après, chacun peut préférer son suicide. Soit le suicide en tapant sur la gueule des Allemands, soit le suicide en tapant sur la gueule des Arabes. C'est comme on veut et c'est comme on aime. De toute façon, à l'arrivée, c'est quand même pas l'intérêt de l'Europe. Donc, l'intérêt de l'Europe, c'est quoi? C'est que les Européens s'unissent, qu'ils s'unissent rapidement. Ça va permettre de se défendre par rapport à la crise économique, par rapport à la rigueur, par rapport aux politiques américaines de rétorsion économique contre nous, parce qu'il ne faut pas oublier que les Grecs se sont fait attaquer, au fond, par des agences américaines, et que manquer de solidarité vis-à-vis des Grecs, c'est un petit peu comme les Thébains tapinant pour leur pire perse. Comme ça s'est passé dans l'histoire ancienne, puisqu'on nous parle des Thermopyles, etc. Et c'est vrai que les Athéniens et les Spartiates ont su faire l'unité face à un ennemi qui les menaçait de destruction, mais que les Thébains, les Thessaliens, sont nos Grecs, eux, étaient armés du grand roi. Donc n'oublions jamais qu'il y a toujours des collabos dans tous les combats. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a ceux qui tapinent pour l'Amérique, et il y a ceux qui tapinent pour le reste du monde, et puis il y a ceux qui, comme moi, modestement, défendent l'Europe, un peu tout seul au milieu du désert. D'ailleurs, le désert, justement, nous envahit bien trop. Et c'est bien ça le problème. Donc voilà, comme l'a dit, on dira peu mieux faire pour être gentil, on dira Marine Le Pen te remercie si on veut être méchant, mais voilà. Et nous, pas obscune, le petit psune, et nous, les européistes identitaires, alors ce mot fait peur et pas beau, mais on va l'employer quand même, eh bien, nous, on combat les deux. On combat les nationalistes, les souverainistes qui vivent dans le 19e siècle, qui vivent dans des nostalgies d'époques qu'ils n'ont pas connues, et en fonction de mythes qui sont des affabulations historiques complètes. Et puis de l'autre côté, il y a les mondialistes qui veulent nous ouvrir à tout le monde, mais surtout pas nous-mêmes, et donc qui nous font tomber dans les pires travers de la civilisation. Voilà. Parce que, effectivement, je ne crois pas que l'Empire romain soit mort de sa belle mort, par exemple. Je pense que le christianisme, d'une part, et les barbares germaniques, certes, proches des Romains anciens, comme malgré tout, et ça, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas franchement contribué à l'enrichissement civilisationnel de Rome. Voilà. Et donc, si on nous explique qu'avec les mêmes recettes qui ont effondré l'Empire romain, on va sauver l'Europe, moi, je suis un petit peu sceptique. Donc voilà, Daniel Cohn-Bendit, peut-être qu'un jour la lumière lui viendra, et peut-être que son Europe deviendra la nôtre, ou que la nôtre sera la sienne. Mais pour le moment, on va dire que c'est pas un vrai Européen, c'est pas un vrai européiste en tout cas, même s'il en a le goût, c'est un européisme aspartame. Donc nous, on est du vrai sucre, on fait mal à l'estomac, on fait mal au ventre, et on va donner un gros diabète à notre classe politique.